Un jour, James Joyce m'a dit « Le particulier renferme l'universel ». Merci du conseil. Il m'a appris que plus j'accorde d'attention à mon particulier, plus j'ai de chances de t'atteindre dans ton particulier à toi. Depuis 20 ans maintenant, je saute sur chaque micro qu'on me tend, chaque occasion qui m'est offerte de parler et d'être entendu. Tout au long de ces 20 années, je ne compte plus le fois où j'ai franchi le seuil d'une salle de concert en me disant « Sérieux, je ne sais pas si ça va le faire ce soir ». Je me suis senti jugé, pas à ma place. J'ai regardé le public et, à mon tour, je l'ai jugé. Je me suis retrouvé devant des gens avec qui je n'avais rien en commun et je me suis dit « Pas moyen que vous et moi, on y arrive ensemble ». Et je ne compte plus les fois où la suite m'a donné tort. J'ai passé 20 ans un stylo à la main, 20 ans à étudier l'art des mots qu'on prononce quelque part face à des gens. Ce que j'ai vu, je l'ai observé à travers le filtre de ma créativité, la fonction première de ma vie. Ces pages contiennent mes réflexions sur l'écriture, la lecture et la scène, parce que c'est ce qui est vrai à mes yeux. J'aborderai spécifiquement ces thèmes et par ricochet d'autres plus vastes, l'identité, le mode de vie, l'altérité. L'empathie, c'est se souvenir que chacun a une histoire, une multiplicité d'histoires. Et se souvenir aussi de laisser assez de place aux autres pour qu'ils puissent raconter leur histoire avant de raconter la sienne. Je suis quelqu'un qui aime profondément les gens. Dès que je suis sur le point de craquer, je me ressaisis en prêtant la plus grande attention à ce que je croise dans mon quotidien. Oui, j'écris pour ces autres qui me ressemblent. Ces autres qui n'ont pas trouvé leur place et qui ne l'ont jamais trouvée. Des gouines comme moi, qui ont compris qu'il n'y a rien à gagner à rentrer dans le moule, que ce n'est même pas la peine d'essayer et qui se retrouvent contraintes de tracer leur propre voie. Ces autres qui n'ont pas encore jeté le monde aux chiottes. Ces autres qui voient le beau avant le reste et qui assistent malgré eux au carnage. Ces autres qui voient le carnage avant le reste et qui assistent malgré eux au spectacle du beau. Et à côté de ça, ceux qui ont trouvé leur place depuis le début. Ceux qui se contrefoutent de tout. Ceux qui n'ont vu le beau nulle part, jamais. Et le carnage encore moins. Simplement les grandes lignes et le temps qui passe. Ceux qui partagent mes convictions et ceux qui les tournent en ridicule. Tout le monde, tout le temps, quoi qu'il arrive. Kate Tempest Connection. Intitulé Un théâtre pas blanc-blanc, que j'ai le plaisir d'animer pour vous. Je suis Fabienne Pasco, critique de théâtre à Télérama. Le comédien et metteur en scène Sébastien Caroufi vient de vous lire ce texte magnifique de Kate Tempest, dont on a trouvé, c'est vous qui l'avez choisi Sébastien, on a trouvé qu'il ouvrait à merveille le débat que nous allons avoir. Alors ce débat s'inscrit dans le cycle Agora que nous avons entrepris, Marc Dondet et moi-même à la demande du Théâtre de la Ville et en partenariat avec Télérama. Il a pour objectif d'essayer de croiser la création avec les débats de société d'aujourd'hui, parce qu'il est entendu pour nous que les arts, la littérature, le cinéma, le théâtre, surtout où tout est toujours tellement vivant, peut vraiment être la chambre d'écho de questionnements inédits, renverser les perspectives, bousculer nos certitudes et nous faire voir le monde autrement. Alors ce monde autrement, Marc, en janvier, il va vous annoncer la rencontre de janvier qui sera justement sur la guerre. Marc, je te laisse en parler 30 secondes. Juste en 2 mots, 28 secondes, ça s'appelle « Fête de l'art, pas la guerre ». En fait, la guerre est autour de nous, la barbarie aussi, parfois trop proche.
Et il nous a semblé, c'était d'ailleurs une idée de Fabienne, qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça, qu'on ne pouvait pas avoir à la fois la barbarie et le silence, et qu'il fallait donner la parole à des artistes. Et c'est ce que nous allons faire, des artistes qui vivent parfois de plein fouet cette question de la guerre. Donc nous accueillerons Taïsir Batneji, qui est un grand artiste franco-palestinien, Tatiana Frolova, qui est la directrice du théâtre KNAM de Komsomolsk-sur-Amour et qui a quitté avec toute sa troupe la Russie le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, et Béatrice Picon-Valin, qui est auteure et historienne. Et ce sera un moment d'écoute et un moment de témoignage sur cette question, comment on fait de l'art dans la guerre ou malgré la guerre. Voilà. Donc, on se retrouve le 30 janvier pour ce sujet qui sera humainement fort, même s'il est évidemment un peu dur quand on le présente comme ça. Mais enfin, merci. Merci Marc. Alors je vais appeler nos invités à me rejoindre sur le plateau. Adama Diop, à ma droite, Rachel Kahn au centre et Sébastien Kéroufi à l'extrême gauche. Pas vraiment. Donc vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez après le débat que nous allons avoir ensemble pendant 3/4 d'heure. Alors je vous les présente brièvement. Sébastien Kéroufi, qui vient donc de lire ce texte, est comédien, metteur en scène. Il a 31 ans, il est franco-algérien, il a grandi dans les quartiers populaires de Hauts-de-Seine et après un BEP de mécanique, il a été reçu au Conservatoire national d'art dramatique. En juin 2023, vous présentez votre première mise en scène que je n'ai hélas pas vue, mais dont j'ai lu les critiques très élogieuses, qui s'appelle Antigone de Sophocle, au Théâtre du Soleil. Et en 2024, à la fin du mois de janvier, je crois, vous allez créer au Théâtre des Quartiers d'Ivry, dont vous êtes l'artiste associé, Par les villages de Peter Handke, avec lequel vous avez entretenez une vraie relation. Et tout de suite après, vous allez à la Villa Médicis, où vous allez écrire la suite de ce triptyque, Antigone, Par les villages. Vous allez conclure ce triptyque par une autre pièce. Rachel Kahn, vous avez un parcours totalement éclectique et extraordinaire, danseuse classique, championne de France d'athlétisme, comédienne, juriste en droit public international, scénariste, romancière. Vous avez mené des travaux sur les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination. Vous avez participé à l'ouvrage « Noir n'est pas mon métier » et surtout écrit « Racé », que si ça intéresse les spectateurs, Rachel le signera à la fin de notre rencontre, qui avait pour objectif de réparer un peu cette société fragmentée. Et tout ça ne vous empêche pas de participer aux grosses têtes de Ruquier. Vous additionnez les choses et c'est ça qui est formidable. Adama Diop, vous êtes un comédien exceptionnel que nous admirons beaucoup. Vous êtes né en 81 à Dakar, vous avez fait le conservatoire de Montpellier, puis aussi le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. On vous a découvert dans 2 spectacles de Gosselin, 2666 et Joueur Mao de Lénon. Vous avez été Macbeth chez Stéphane Braunschweig, Lopakhin dans La Cerisay qu'avait mis en scène de Diego Rodriguez dans la cour d'honneur du Palais des Papes pour le Festival d'Avignon, et un extraordinaire Othello dans la mise en scène de Jean-François Sivadier. Alors surtout, et aussi, avant de parler de ce spectacle que vous nous promettez pour février 24 à la MC 93, Fajar ou l'homme qui rêvait d'être poète, un spectacle que vous avez écrit et qui reprend un peu les thématiques que nous allons aborder, vous avez lancé à Dakar une école internationale de théâtre à destination des comédiens et comédiennes de l'ensemble du continent africain. Donc, ce débat, cette rencontre que nous allons faire, cette discussion,
sur la diversité, même si je crois, Rachel Kahn, que vous n'aimez pas beaucoup ce terme de diversité qui renvoie à une conception un peu communautariste de la citoyenneté et pas à la conception française qui voit la société française comme une communauté plutôt globale. En tout cas, on peut dire quand même si le terme ne convient pas tout à fait, que les acteurs de la diversité sont quand même plus présents sur la scène française, qu'ils soient noirs, maghrébins, et que peut-être c'est la fin d'un certain théâtre blanc-blanc, comme l'ont essayé de le faire Ariane Mouchkine et Peter Brook depuis des années, même s'ils étaient un peu seuls à le faire. Donc on se dit, ça va mieux, et puis tout à coup, il y a le décolonialisme qui arrive et qui risque d'entraîner les acteurs de la diversité, de les assigner aussi à leur passé ou au passé colonial de leur père, et de leur poser en tout cas la question être noir, être artiste, est-ce qu'on est d'abord noir ou est-ce qu'on est d'abord artiste? Se pose cette question maintenant qui vient, je trouve, compliquer une visibilité difficilement acquise. Alors, est-ce qu'on peut dire, Adama Diop, que vous vous sentez concerné en tant qu'artiste par cette relecture du colonialisme français, et est-ce que vous vous sentez chargé de l'incarner, vous qui allez faire un spectacle sur le Sénégal, un jeune poète sénégalais? Alors, c'est des questions complexes très complexes. Et je commencerai d'abord par dire que tout ce que je vais dire ou tout ce que je pense m'est personnel, parce que je pense que le premier écueil serait de penser quelque chose qui enfermerait la pensée globale. Voilà, je pense que ce qui me paraît aujourd'hui essentiel, mais ce n'est pas que dans la culture, dans le théâtre, mais aussi globalement en France, c'est de sortir d'une sorte de, je dirais, paresse intellectuelle qui serait d'assigner une personne, enfin c'est un peu bateau à dire, mais quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, il y a quelque chose où je trouve que on ne prend pas l'autre comme un texte. L'autre comme un texte. Comme un texte. Non pas comme voilà, quelque chose qu'on tout de suite on assignerait une pensée, une réflexion. Je trouve qu'on est souvent paresseux, je trouve. Et que si l'on considère l'autre comme un être complexe, déjà, et qu'on est un peu curieux, je pense qu'on dépasse globalement la question de l'origine, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle. Et ce qui m'inquiète, moi, globalement, c'est le communautarisme, effectivement, parce que même si je comprends tout à fait parfois une nécessité de se soigner en commun, mais je pense que la grande tentation serait une communauté de pensée, une communauté de sensibilité, une communauté de rêve, une communauté de vision. Et que finalement, quand on est dans ce rapport-là, la question finalement de ce que l'on est et de d'où l'on vient ne se pose pas. Et je trouve que la question de la représentation, qui est évidemment au cœur du théâtre, du cinéma et de tout ça, nous enferme globalement, pas que les Noirs, pas que les Arabes, pas que les gens qui sont afrodescendants ou qui viennent d'autres continents, mais qui de fait ont tendance à enfermer. Et effectivement, mon spectacle pose cette question, pourquoi l'être humain a besoin de mettre les choses ou les gens dans les cases? Pourquoi on a ce besoin-là? Pourquoi on n'accepte pas d'être bouleversé par la rencontre avec l'autre? Alors pourquoi? Moi, je n'ai pas la réponse, je ne peux que poser des questions, mais il y a une crainte, comme si le fait d'accepter l'autre tel qu'il est peut changer quelque chose en nous, peut bouleverser notre savoir, peut bouleverser nos croyances. Or, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'être bouleversé par l'autre, vraiment profondément, et que ce n'est pas une fin en soi, et que nous sommes des êtres qui sommes appelés à changer, à évoluer. Et cette crainte, qui est une crainte, je trouve, française, occidentale, d'être remplacé, d'être changé, d'être modifié, est quelque chose qui me paraît être une pensée éculée, parce que de fait, le monde en est là aujourd'hui. La surface du monde est complètement voilà, multiculturelle. Aujourd'hui, les mêmes, pensées à Paris sont parfois les mêmes à Dakar, d'une jeunesse
qui se posent des questions des réseaux sociaux, d'être vus, d'être machin, d'être connus par rapport à ce qu'ils font. Donc au fond, je ne suis pas sûr que la question du colonialisme soit quelque chose qui est un bon angle, parce que ça nous remet dans le passé. Moi, j'ai plutôt envie de réfléchir sur le futur et où on va et comment on va ensemble à un endroit qui est pour l'instant inconnu. Mais il y a une nécessité, en tout cas, de se regarder les yeux dans les yeux et d'avancer ensemble. Ça, c'est quelque chose dont j'ai la sensation qui est nécessaire. Voilà. Rachel Kahn, je vous passe la parole. N'hésitez pas, une fois que vous serez exprimé, à vous couper les uns les autres. Il suffit que vous leviez un peu la main et je vous passerai la parole. Allez-y, Rachel. Donc, est-ce que vous vous sentez concerné vous-même en tant qu'artiste, en tant qu'essayiste, par cette relecture du colonialisme? Oui, je me sens concernée, mais profondément émue par les mots qui ont été prononcés à l'instant et qui résonnent très fort en moi lorsque on a envie de s'émanciper, en tout cas quand déjà, non, pardon, je voudrais vous remercier pour cette invitation, parce que on avait fait il y a 3 ans les Alliances. Oui. Avec le Théâtre de la Ville, avec déjà, l'urgence des Alliances. Et l'urgence des Alliances, je trouve que c'est un petit peu le sous-texte aussi de cette conférence. Et dans cette urgence des Alliances, j'ai pu tisser des liens avec des personnes, notamment Emmanuel Etis, le recteur de Bretagne, très engagé justement pour cette jeunesse dans les enseignements artistiques, et c'est devenu un ami, donc merci beaucoup. Voilà. Très bien. Pour répondre à votre question, l'identité est un piège pour la création lorsqu'on appréhende la création, le théâtre, les textes, la lecture, l'écriture, la peinture, la musique, comme quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait vous émanciper, qui vous fait aller rechercher quelque chose en vous-même et donc en l'autre, ce que vous avez prononcé tout à l'heure. Forcément que l'identité est un piège pour les artistes, mais aussi de manière générale. Moi, je suis très croyante dans une identité en mouvement qui, après les relations, qui, après des conférences comme celle que nous avons pu avoir, comme celle d'aujourd'hui, va nous transformer à chaque fois. Donc c'est vrai que ce piège, ces cases, elle nous rend très petites et elle nous assigne à devoir dire des choses qui correspondraient à ce que notre couleur de peau devrait raconter, ce que notre genre devrait raconter, ce que notre sexe devrait raconter, ce que notre préférence, je ne sais pas, ce que nos préférences devraient raconter, ce que notre religion nous imposerait de dire, alors même qu'on est des artistes et des créateurs. Donc c'est antinomique en réalité. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Monsieur Diop, sur se soigner. Et en fait, je crois que c'est ça. L'art, c'est une réparation, et le besoin de se soigner et de se réparer est une douleur. Lorsqu'on se casse la jambe, lorsqu'on se casse quelque chose, ça va prendre du temps. On aura toujours, même si on est réparé, on aura toujours la trace de cette douleur. Et justement, l'écueil, et c'est pour ça que l'écueil des décoloniaux aujourd'hui est un piège, c'est-à-dire parce qu'en fait, ça joue avec les émotions, l'esclavage, la colonisation, mais en réalité, ça ne va pas réellement dans un sens de la réparation. Et moi, ce qui m'effraierait, ce serait d'avoir des artistes ça va dans quel sens ? Couper des autres artistes en fonction de leurs origines. Ce serait absolument détestable. Alors, Sébastien Kéroufi, dans votre spectacle Antigone, vous êtes le plus jeune d'entre nous, et quand même, vous y revenez, même dans Antigone, vous y revenez à la colonisation. Je pense que je reviens même... Enfin, à travers le personnage de Créon, d'après ce que j'ai lu, qui a l'air habillé comme le général de Gaulle. Mais vous évoquez quand même la décolonisation, là, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est la question de la colonisation. Je pense que c'est la question de la réparation, la question de la couverture, d'aller au-delà d'une simple couverture. Si un homme blanc sur un plateau donne le signe du général de Gaulle, ça, évidemment que ça nous rappelle à des endroits en nous d'un passé. Mais moi, à travers Antigone, c'était plus aussi de poser la question de l'opposition entre deux formes de courage, entre la question de l'exil.
Enfin, moi, c'était plus sur ça que j'ai voulu axer, c'était pourquoi on part de chez soi, comment on part de chez soi, pour aller où. Oui, mais vous posez quand même le problème de la colonisation, non ? Non, parce que j'ai pas situé ça forcément en Algérie. Enfin, il y a Ostermeyer qui dit j'aime bien raconter le temps d'un soir, mon pays. Et pour moi, le temps aussi, c'était pas un spectacle historique, c'était une tragédie à travers évidemment un passé qu'on a en commun, évidemment par rapport à des blessures communes, mais c'était pas d'axer autour de la question franco-algérienne. C'était d'aller au-delà. En tout cas, moi, j'ai besoin d'aller au-delà de ces questions, de pas les oublier, de pas les regarder en face, mais en tout cas d'aller au-delà. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, moi, en tout cas de ma génération, c'est d'aller au-delà. Enfin, on peut plus juste rester les pieds dedans. D'aller au-delà, c'est pas forcément de les oublier, c'est pas forcément de manquer de courage en disant oui, c'est passé ça, évidemment qu'il se passe ça, mais en tout cas, comment on fait pour aller à l'étape d'après. Enfin, moi, c'est l'étape d'après qui m'intéresse. Et l'étape d'après, est-ce que c'est l'étape que vous comptez atteindre avec Par les villages, qui va se situer dans une banlieue franco-algérienne, encore une fois ? L'étape d'après, oui, c'est ça, c'est le chapitre d'après, et Par les villages, en tout cas, pose la question de l'immigration des années 90, ces grands ensembles, comment aussi on a... quelle a été la réponse aussi par rapport à la question de l'insalubrité des logements, l'exode rural, les rapatriés de la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces grands ensembles, et pourquoi maintenant en 2023 on n'a toujours pas de réponse à la question de ces grands ensembles. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, 90, parce que les premières émeutes elles arrivent aux Minguettes en 83, 84, et donc qu'est-ce qui se passe dans les années 90, qu'est-ce qu'on fait pas? Et en même temps, enfin moi, c'est d'interroger pour moi, c'est de trouver les réponses peut-être. L'étape d'après, c'est de regarder l'étape d'avant. Enfin, il y a quelque chose aussi de schizophrénique. Enfin, moi, c'est un endroit aussi même une schizophrénie identitaire. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse. Enfin, moi, je suis franco-algérien. Enfin, il y a quelque chose qui, de toute façon, est schizophrénique en moi. Enfin, où on se situe. Enfin, c'est quelque chose. C'est des questions qui me dépassent. C'est un problème aussi, c'est des questions qui vous dépassent aussi, Adama Diop, parce que vous aussi, dans votre prochain spectacle, vous évoquez le Sénégal, vous évoquez la migration, vous évoquez tous les problèmes coloniaux, encore une fois, même si vous ne voulez pas vous y enfermer. Non, parce que ce que j'allais dire, peut-être juste revenir sur... moi, je me méfie grandement du jugement. C'est-à-dire que si à un moment donné on accepte que nous sommes une multitude, quelles que soient nos origines, quelle que soit qui nous sommes, quelle est notre histoire, nous devons, il me semble, accepter que chacun trouve le moyen de se soigner à sa manière. Je dis ça parce que si il y a une communauté qui décide de passer par un mouvement radical, de porter haut et fort un rapport de décolonisation qui est nécessaire non seulement dans un État, dans une société, dans la culture, dans le théâtre, je peux le comprendre, même si je n'adopte pas le même chemin. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète, moi, de plus en plus, c'est une sorte de binarité qui serait le chemin, c'est ça, et ça, c'est un écueil, ça, c'est... Voilà, moi, je ne sais pas. J'essaie d'avoir un rapport extrêmement humble. Moi, je suis d'origine sénégalaise. J'ai eu une histoire, je suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années pour faire du théâtre. Donc, petit à petit, j'ai fait face à tout un tas d'événements, j'ai fait face au racisme, donc j'ai dû, moi, faire un chemin qui m'est personnel, et penser que tout le monde devrait faire comme moi, c'est un problème. Et je pense que parfois, c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu dans nos sociétés, c'est de dire, on devrait faire comme ça, c'est ça le chemin. À vrai dire, je ne le sais pas. Et avec Fayard, c'est ce que je pose. Est-ce qu'un homme, je ne dis pas qu'il vient du Sénégal spécifiquement, je fais exprès d'ouvrir, c'est un homme qui vit une histoire personnelle, un deuil, qui rêve d'être poète. Il n'est pas vraiment compris par les gens qui l'entourent et qui, par son enfermement, par sa souffrance, finit par s'enfermer dans un monde qui de plus en plus le met à l'écart du monde. C'est comme s'il marchait à côté du monde. Et finalement, se retrouve à prendre une pirogue, comme le font beaucoup de gens du continent, et à se retrouver aux berges de la vieille Europe et à faire face à une violence qui lui était inconnue. Mais moi, à mon niveau, ce qui m'intéresserait, c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le début du travail, qu'un Italien vienne me voir en me disant moi, ce dont tu as parlé, ça me parle, alors que c'est un Italien. Ce n'est pas une question de colonisation, c'est une question juste à un moment donné d'être à un endroit où l'on sent que les autres ne nous considèrent pas comme faisant partie de ce groupe, de cette famille. Et comment nous, on arrive à faire partie de ce groupe, comment on arrive à être en interaction
par rapport à soi, par rapport à son histoire. C'est pour ça que je parle de texte. C'est que finalement, écrire une histoire commune, c'est difficile, c'est pas simple. Et tant que nous n'acceptons pas qu'il y a une écriture, une réécriture, barrer quelques lignes, réécrire, tourner la page, revenir quelques pages en amont, écrire ensemble, c'est difficile. Mais ça nécessite une très grande écoute. Et voilà, et c'est ce que j'essaie de créer. Le théâtre permet ça. Le théâtre permet, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, de se retrouver face à une œuvre, de réfléchir, de faire une introspection, de sortir, d'être un peu modifié, d'être en colère, d'être ému, de ne pas comprendre et de revenir encore. Enfin voilà, le Fadiar, c'est un peu ça. C'est un temps de réflexion, un temps de communion. Et à vrai dire, je n'ai aucune réponse. Par contre, je trouve que c'est un endroit où on peut se retrouver et réfléchir ensemble. Vous vous êtes heurté à des difficultés. Il y a 20 ans, maintenant, vous êtes reconnu comme un grand acteur à qui les plus beaux rôles arrivent à juste titre. Mais vous avez dû Ça a été difficile au début. Vous vous êtes heurté dans notre milieu chic et choc, culturel, artiste, bien pensant, de gauche. Vous vous êtes heurté à beaucoup de racisme. De fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. De fait, l'idée de penser que je ne suis pas raciste et donc ça va, on peut faire des blagues, voilà. Déjà, c'est une forme de racisme. Donc évidemment, et puis c'est pas fini d'ailleurs. Je pense que ça nous demande, chacun à son endroit. C'est pour ça que je préfère le terme l'autre plutôt que le racisme ou le machisme. Voilà. Je pense que tout un tas d'individus que nous sommes, nous devons prendre sur nous, écouter, nous remettre en question quotidiennement sur ce que nous pensons être un chemin ou pas. Et je pense que personne n'est à l'abri de heurter l'autre parce que nous pensons être dans notre bon droit. On pense que je ne suis pas raciste, alors je peux faire une blague. Voilà, donc, comment vous avez fait pour tenir, pour vaincre tout ça? Je poserai la question. Déjà par des choix extrêmement radicaux, de refuser très très vite, dès que j'ai commencé à faire ce métier, certains rôles, radicalement. À ne pas... on m'a appelé au début, évidemment, quand tu es jeune comédien et que tu cherches à faire ton intermittent, c'est très difficile de refuser. Mais là, on cherche pour un casting un danseur ou un percussionniste ou quelqu'un. Voilà, toutes les choses qui enferment. Un jazzman, un flic. Pas jazzman, mais en tout cas, oui, tout un tas de rôles qui sont très, très enfermants et puis qui sont inintéressants. C'est-à-dire que moi, évidemment, on en a un peu parlé, c'est-à-dire que même ce genre de débat, c'est difficile pour moi. Parce que moi, je suis artiste, j'ai envie de parler d'art. J'ai pas envie de parler de ce qu'on est en train de faire, là. Je sais que ça vous exaspère. Ça m'exaspère parce que je quitte mes répétitions, je suis en train de chercher, de réfléchir. En même temps, votre spectacle parle de ça. Oui, mais par le biais de l'art. Et encore une fois, c'est ce que j'essaie de dire, je ne parle pas de couleur de peau dans mon spectacle, je parle de l'altérité, je parle de la poésie, je parle du cinéma, je parle de tout un tas de choses. Et c'est de ça, moi je suis artiste en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on se retrouve, comme mon équipe en ce moment, à réfléchir, à se prendre la tête, à voir comment on fait. C'est ça qui m'intéresse. Et donc oui, on est réduit, chacune à son endroit, à quelque chose. Et c'est exaspérant, voilà. Et vous, Rachel ? Vous avez déclenché tellement de polémiques, vous? Oui, mais parce que... Alors, c'est marrant parce que les polémiques et en fait la case... Et je partage aussi sur la création, l'écriture, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais le problème, c'était surtout d'être une femme... Enfin, c'est surtout d'être une femme libre. C'est ça le seul problème. Libre, c'est-à-dire... par rapport à mes origines, justement, c'est-à-dire que il y a évidemment la Sénégambie de mon père, donc avec une grand-mère sérère mais catholique, un grand-père musulman du côté de mon père, Peul, et de l'autre côté ma mère, la Pologne, les pogroms juives. En ce moment, ils sont tous les deux au Sénégal et tout va très bien et je suis très heureuse pour eux. Non, mais comme quoi, ils se sont rencontrés ici au moment des indépendances et ils ont pu s'aimer et ils s'aiment encore. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la polémique. Et effectivement, parce que c'est mon propre chemin. J'ai été entourée d'amour malgré ces difficultés-là. Avec un père, quand il est arrivé, où il a dû recommencer l'ensemble de ses études parce qu'il n'y avait pas d'équivalence. Donc, il a été professeur d'anglais
à la faculté de Tours. Et les polémiques, en fait, c'est parce que, justement, quand j'étais à la fac, et pas n'importe laquelle, à Assas, j'entends des petites rigolades très sympathiques. C'est une fac quand même très, très, très à droite. Ouais. Mais à l'époque, c'était la seule fac qui enseignait les droits de l'homme, les droits fondamentaux, etc. Et moi, je n'étais pas au courant, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler le droit sur ces questions-là, les crimes contre l'humanité, les questions, en fait, d'esclavage, de génocide, et de voir comment, en droit, ça s'était traduit et ce qu'on pouvait faire encore pour améliorer le droit. Et la mise en abîme, c'est que j'étais dans une fac de droit en train d'étudier les droits de l'homme et on considérait que je n'avais pas ma place ici, qu'on ne comprenait pas très bien qui j'étais. Dans tous les milieux, à la danse classique, j'ai toujours été l'autre à chaque fois. Que ce soit en tant que juive, en tant que noire, en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que tout. Donc effectivement, avec ce pédigré-là, ce chemin fait que sur mon chemin, l'universalisme et l'humanisme n'est pour moi pas une opinion. C'est une réalité, c'est ce que j'ai autour de ma table quand j'entendais mon grand-père parler yiddish avec son accent yiddish parce qu'il est revenu des camps de concentration, parler avec mon père qui a un accent wolof par exemple, vous voyez, et c'était ça ma normalité, c'était pas exceptionnel, c'était juste comme ça. Et après à l'adolescence, quand on sort de la maison, effectivement, j'ai détesté mes parents parce que mes parents ne m'ont pas donné les armes pour affronter ce monde qui était éperdument divisé, fracturé, très intolérant, et ni pour nous raconter... Enfin, la question de la tolérance à l'intérieur de la famille, on l'a travaillé au quotidien, en fait, parce que personne ne se ressemble dans ma famille. Personne n'a les mêmes religions, personne n'a les mêmes couleurs de peau. Voilà. Et c'est pour ça aussi que lorsque mon père me dit, tu sais, l'origine des hommes, c'est la bibliothèque. On rejoint ce que dit Adama Diop. Voilà. Vous, Sébastien, pour parler village, qui va donc se situer dans une banlieue où il y a beaucoup d'Algériens, que vous travaillez aussi avec des femmes qui sont de la communauté d'Emmaüs. Non, peut-être pas pour parler village. Ça, c'était pour Antigone. C'était pour Antigone. Est-ce qu'il n'y a pas risque de wokisme, finalement ? Un risque de wokisme ? Ouais. Je sais pas. Enfin, moi, travailler avec les gens d'une même communauté. Enfin, je fais l'avocat du diable. Hein, bien je sûr. vous pousse un peu. Hein. Enfin, si travailler avec des gens, enfin, je travaille avec des femmes d'Emmaüs parce que j'ai grandi dans les foyers Emmaüs et je travaille avec des habitantes et des habitants d'Ivry-sur-Seine parce que j'ai grandi en banlieue et parce que j'ai envie de parler avec, pour eux. Enfin, pour moi, c'est même pas les gens d'une même communauté. Mais pour moi, c'est même pas une question politique, c'est une question de sincérité. Si je parle, c'est des accidents, c'est des rencontres. Si je parle moi quand j'ai travaillé sur Antigone avec ces femmes qui viennent d'un centre d'hébergement et d'urgence, c'est parce que mon père, il a été dans les foyers Emmaüs et que je l'ai ramassé mort à 16 ans dans une chambre de foyer à Emmaüs. Enfin, moi, c'est même pas une question politique, enfin, ou en tout cas j'incarne une politique, enfin je sais pas, ça me dépasse. Enfin, c'est question de j'ai besoin de parler de ces femmes-là parce que quand je parle d'Antigone, elles ont fui un gouvernement, elles ont fui des hommes, elles incarnent Antigone là en 2023. Quand je parle avec les habitantes et les habitants d'Ivry-sur-Seine, je ne peux pas juste incarner une banlieue ou des grands ensembles par des éléments scénographiques. J'ai envie d'enlever le béton, l'architecture et de parler avec la chair, le cœur des gens. C'est juste ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas, la politique. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais. Moi, la politique, je la découvre quand je rentre dans le milieu culturel. Enfin, sinon, je vis, je survis et j'essaye d'avancer comme je peux avec ma mère et mes frères. C'est tout. Comment ça, vous la découvrez quand vous rentrez dans le milieu culturel ? Par des questions comme ça. C'était une provocation. Bien sûr, mais évidemment que je l'entends et que je vais y répondre parce que je me rends compte que quand j'arrive en école supérieure d'art dramatique, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai fait l'ESSAD. Donc quand je rentre en école supérieure, je me rends compte que j'ai pas la bonne culture. C'est violent. C'est violent parce que ça met à mal mes 25 années de vie en me disant
elle est où ma légitimité d'être là? Et en fait, pendant 3 ans... C'était quoi la bonne culture? Vous évoquez votre BEP de mécanique? J'évoque le BEP mécanique quand j'ai fait le ménage dans des hôtels, quand j'étais garagiste, quand j'ai conduit un bus RATP qu'on voit là, quand je sais pas, moi j'ai fait tous ces métiers-là pour survivre, parce qu'à un moment donné, il faut travailler de ses mains. Il faut être ceux qui agissent et pas ceux qui pensent. Et d'un coup, je rentre en école et là, je dois penser. Mais penser, enfin, il y a cette question qui est extrêmement violente. Et le premier texte que j'ai lu de ma vie, c'est Par les villages de Peter Hanke, pour la préparation des concours d'école nationale. Et à ce moment-là, je me dis, c'est ça le théâtre. Ça parle des offensés, des exploités, des humiliés. Mais c'est génial. C'est génial. Et ça parle pas avec une langue de wesh wesh, ou ça parle pas avec des clichés ou des fantasmes. Ça parle poétiquement de ces personnes-là. Et à un moment donné, moi, c'est la poésie qui m'a sauvé, c'est pas le politique. Et donc la seule chose que je sais faire, je sais pas, c'est de mettre ces mots sur un plateau de théâtre et pas d'en parler, enfin de les incarner, de passer par la chair, passer par les gens. Et quand je travaille avec le théâtre des quartiers d'Ivry, où je suis artiste associé, et que ces habitants disent « Mais moi, j'ai pas grandi en cité, est-ce que je peux participer ?» Mais évidemment, évidemment. Et je regarde pas la vie d'imposition, je regarde pas le passeport, je regarde pas la religion, enfin juste l'envie, le désir. Vous voulez qu'on aille sur un plateau ensemble, vous voulez me faire confiance, mais venons, on y va, mais avec grand plaisir, grande joie. Ces femmes d'Antigone, c'était pas toutes des femmes africaines. L'exil, il se limite pas à l'Afrique. Et donc c'est aussi ça, moi qui... Enfin, je sais, moi, c'est des questions qui me dépassent et qui j'essaye d'être... Je sais pas, c'est de placer l'autre au centre, d'aller au-delà de la couverture, c'est de lire entre les lignes, c'est de se dire simplement juste, au-delà de t'es qui, c'est comment on va avancer ensemble. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous pensez, Adama Diop, que le wokisme peut être parfois un danger, un risque? Je pense par exemple à l'annulation des suppliantes qu'il y avait eu au théâtre de la Sorbonne, parce que les acteurs étaient le visage maquillé de noir, ou tous les problèmes qu'a eu Robert Lepage avec son spectacle sur l'histoire du Canada au Théâtre du Soleil. Est-ce que c'est un danger, cette assignation à une... Moi, je pense qu'aujourd'hui, le danger et l'urgence, c'est plutôt d'avoir l'humilité de se taire pour la France et pour l'Occident. Taisez-vous, écoutez. Je dis ça parce que si on est une salle pleine et que tout le monde parle en même temps, on ne s'entend pas. C'est impossible. Or, et c'est pour ça que je parle de jugement tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a peur de son prêt gardé, de ce qu'on a et ce qu'on risque de perdre, c'est impossible d'avancer. Et j'ai la sensation que ce que disent certaines personnes, alors je ne parle pas précisément de ces cas-là, parce que malheureusement, moi je n'ai pas été là j'ai ni vu ces spectacles, donc je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vécues. Mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'entendre une personne qui dit « Je ne supporte plus de voir une personne blanche se grimer en noir parce que ça m'insulte. Ça insulte mon histoire, ça insulte les miens. » C'est déjà le point de départ, déjà, d'écouter, de comprendre, de dialoguer. C'est comme quand on me pose la question, est-ce que vous pensez que à terme, les blancs puissent jouer les noirs et les noirs machin? On fait du théâtre. Donc à la base, si je dis je suis le roi d'Écosse, on est dans une forêt, là maintenant devant vous, on devrait y croire, parce que c'est du théâtre. Voilà. Dès que c'est un... Voilà. Or, l'histoire a un poids, la vie de tous les jours a un poids. C'est-à-dire que ce que je vis, moi, parce que esthétiquement, j'ai une couleur de peau, a un poids dans mon quotidien, a un poids quand je marche dans la rue, a un poids quand je rentre dans un magasin. Les gens te regardent. J'ai découvert, je l'ai déjà dit, j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé en France. Voilà. Voilà, à force que les gens, au début, naïvement, disent « Ah tiens, il me regarde, peut-être qu'il me reconnaît ». Et au bout d'un moment, tu dis « Non, c'est autre chose là, en fait, qui est en train de se faire. » Parce que c'est pas possible que dans le tramway, dans le bus, dans la rue, que les gens me regardent autant. Il y a quelque chose là. Et petit à petit, tu te retrouves, et en fait, C'est parce que vous étiez beau. Oui, au départ, on pense un peu ça, mais très vite, on se rend compte que c'est pas ça. Parce que, voilà, mais non, mais il y a quelque chose. Il y a le personnage de Malal, qui est le héros de mon spectacle. Il écrit un poème et il dit « J'ai la peau lourde ». Et du coup, moi, ça me fait poser la question, est-ce qu'on peut hériter de la violence? Est-ce qu'on peut hériter de la souffrance? Parce que de fait, j'hérite de quelque chose qui ne m'appartient pas.
Moi, je suis un jeune Sénégalais avec ma propre histoire, mes propres enjeux familiaux, de travail, culturel. Mais il se trouve qu'il y a un endroit, une personne qui me regarde d'une manière, avec un jugement. Une personne qui ne me connaît pas. Donc j'hérite de fait de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et au fond, c'est de ça dont il est question. C'est comment se défaire de ça et comment les gens, il faut les ramener à leur propre responsabilité, à leur propre peur, qui ne m'appartient pas. Et de fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est les termes, c'est les noms, c'est les titres. J'essaie de les éviter. C'est pour ça qu'encore une fois, dans Fadiar, je ne dis pas de nom de pays, je ne dis pas, parce que ça enferme. Voilà, c'est finalement, dans nos humanités, à quel endroit on se reconnaît dans l'autre, tout simplement. Voilà, je me reconnais en vous, madame, parce que vous m'avez raconté quelque chose qui me rappelle quelque chose. Ça s'arrête là. C'est pas plus que ça, au fond. Et ça nécessite évidemment une très grande humilité et de ne pas dire « mais non, je ne suis pas d'accord parce que vous me dites ça ». Non, c'est juste « je vous écoute ». Voilà, juste écouter, c'est déjà... Voilà, je pense que la France a besoin de ça aujourd'hui, l'Europe a besoin de ça aujourd'hui, parce qu'on se rend compte de plus en plus que là où le poids du monde a été, ou bien en tout cas une vision du monde a été portée très fortement par l'Occident aujourd'hui, moi voilà, je peux parler en tout cas du Sénégal, le rapport artistique, de la pensée, voilà, le milieu intellectuel est tellement dans le futur que finalement je me retrouve à parler de choses ici en France qui me semblent être le passé déjà en fait. Et j'ai l'impression qu'il faut faut marcher avec le monde, quoi. Je trouve qu'on est un peu à la bourre personnellement. Mais voilà, vous voulez dire qu'au Sénégal on a dépassé déjà ouais, on est dans le futur au Sénégal. On pense, je veux dire, en tout cas dans le milieu intellectuel artistique, oui, on pense comment inventer le monde de demain. Avec l'Europe, avec la France, ou sans l'Europe et sans la France, mais quelque chose qui part du noyau de ce que nous sommes et de ce que le monde est, dans toute sa complexité. Et à partir de là, ça devient intéressant, je trouve. Voilà. Alors que nous, on a le rétroviseur. On est toujours, vous voyez bien, on a du mal à faire naître un monde qui est déjà là, en fait. On a du monde à accepter, qu'il y a un monde qui est né devant nous, et on a tellement peur de ce monde-là qu'on discute du monde que nous voulons qu'il persiste encore. Alors, on ne sait même pas ce que c'est, au fond. Mais le monde, il a changé, il faut le voir. Donc, la question des représentations au théâtre, au cinéma, on n'en est plus là. Enfin, on n'en est plus là. Moi, j'habite à Montreuil-Fontenay, je veux dire, c'est le monde, c'est la France, ça. Parfois, je suis dans les débats, je ne sais même pas de quoi on parle, en fait, au fond. Vraiment, hein, je ne sais pas de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on représente? À quel endroit Antigone... Antigone, c'est Antigone. On en a plein des Antigones dans nos sociétés, des Créons, des Macbeth, que ne sais-je. C'est le monde dans lequel on vit. Et je pense que oui, on est très, 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 très en retard. C'est pour ça qu'effectivement, ça m'exaspère un peu. J'ai l'impression de vivre dans le passé continuellement, alors que les enjeux sont tellement magnifiques, les possibilités sont tellement sublimes, que finalement, on perd du temps à parler de choses qui sont déjà dans le passé, qui n'existent plus, en fait. Rachel? Oui, alors pour répondre, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'effectivement, et vous parliez du wokisme, moi, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas un mot qui est parlant. Enfin, en tout cas, on voit ce que c'est, mais on vous diriez quoi? Je dirais deux choses, soit la synthèse identitaire, soit... Pas mieux, hein? Non, mais en tout cas, c'est en français. Oui. Et puis, ou soit la victimocratie. Et par rapport à ce passé, effectivement, alors je suis d'accord pour ne pas être dans le jugement, mais dans cette universalité qui est dans l'esprit de nos lois, puisque je suis juriste, dans l'esprit de nos lois, on a quand même des choses où il y a des limites. C'est-à-dire que si on aborde la question des non-discriminations pour les transformer en quelque chose de discriminatoire et nous couper justement les uns des autres et ne plus finalement déposséder le théâtre ou la création de ce qu'elle est, c'est terrible parce que c'est la mort de l'âme. Les artistes, pour moi, c'est ce que je décrivais dans Racé, les artistes sont les législateurs de l'ombre qui nous emmènent dans des chemins de traverse en avant qu'on n'a pas encore exploités. Dans le wokisme, il y a cette chose-là où on se fait croire finalement on est offensé d'être né trop tard. Donc on se pense
telle figure de telle révolution, telle figure de telle autre. On n'oublie pas notre histoire, il faut la relire, il faut la dire, il faut la redire, il faut la transmettre, nos blessures, c'est très important pour ne pas les répéter. Mais effectivement, il y a quelque chose dans le temps qui nous enferme. Et c'est en ça, en fait, c'est qu'il y a un appât pour la jeunesse notamment, qui est émotionnel, qui justement fait ressortir des colères tout à fait légitimes. Et ces colères-là, au lieu d'avancer dans la création, nous emmènent dans quelque chose, pour moi, qui est de l'ordre du séparatisme. Et c'est en ça que c'est dangereux. Et c'est en ça qu'il faut, à mon sens, répondre très fortement, sans jugement. Mais on a quand même des lois en France, et de toute façon, on ne peut pas répondre par une discrimination par une autre discrimination. Moi, je l'ai quand même vécu dans ma chair sur... je vais vous dire quelque chose comme ça d'intime. Mon grand-père a vécu la Shoah, donc il est resté 3 ans à Auschwitz. Lorsque ma mère a présenté mon père, Serer, donc c'est pas noir, c'est Serer, quoi, c'est bleu, à mon grand-père, il faisait la gueule, quoi. Et là, ma mère a dit, mais après ce que tu as vécu, vraiment ? Et puis alors finalement, ça a été. Après, finalement, ils étaient comme la roue en foire, à rigoler de leur humour, avec ces tonalités différentes qui créent cette harmonie familiale. Et en fait, moi, c'est ce retour-là, en fait, qui me dérange. Parce que je pense, même lorsque Nelson Mandela sort de la prison, il a quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est très difficile, la réparation. Parce qu'en fait... cette réparation, c'est s'émanciper de sa réaction et d'aller tendre la main à des Blancs pour construire son nouveau gouvernement. Il n'était pas dans la vengeance. Qu'on soit dans la revanche, oui, mais dans la vengeance, pour moi, c'est juste dangereux pour la création. Parce que si on est comme ça, on ne pourra plus créer au bout du compte. Adama, Moi, non, je voudrais juste dire quelque chose, c'est-à-dire que je ne pense pas que encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas me substituer à la pensée de gens. Mais c'est compliqué. Moi, je suis désolé, mais je croise beaucoup de jeunes, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais ça me donne de la force. Beaucoup de jeunes qui me disent merci d'être là. Ça nous donne envie. Nous aussi, ça nous ouvre les portes et ça nous fait rêver, nous aussi, à pouvoir faire ce métier. Parce que jamais nous nous serions donné la chance ou nous sentirons légitimes de pouvoir faire ce métier. Donc le fait de vous voir nous donne de la force. Et ça me donne de la force en retour. Je dis ça parce que je pense qu'une partie des gens, ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est pas de dire vous n'avez pas le droit. C'est de dire l'époque aujourd'hui est d'abord d'ouvrir les portes, de donner la possibilité aux plus de personnes d'être représentées et d'arriver à une certaine maturité pour les dépasser. Mais je pense qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas avoir le passé lourd que la France a eu, par exemple, avec le continent africain, et vouloir qu'en quelques années, que ça puisse devenir, qu'on passe à de la maturité. C'est impossible. C'est pour ça que je parlais d'écoute. Je pense qu'il y a une étape où on a besoin d'ouvrir, qu'on a besoin que de plus en plus de jeunes afrodescendants ou descendants d'autres parties du monde puissent se sentir légitimes de faire du théâtre, de faire de la mise en scène, d'être réalisateur, d'être écrivain, d'être auteur de théâtre. Et une fois qu'on a dépassé ce stade-là, mais ce serait sublime, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire que si on part du principe qu'en disant « je suis la reine d'Angleterre aujourd'hui et je suis en robe alors que je suis assis là devant vous », ça devrait être possible. Sauf que, malheureusement, on n'en est pas encore là, je trouve, en France. Alors justement, Sébastien Kérofi, là, qui sortait des écoles depuis moins longtemps que nous, est-ce que vous pensez que, par exemple, dans les écoles d'art dramatique, qui ont fait un véritable effort, hein, mais est-ce que, par exemple, on devrait utiliser la discrimination positive ? Je poserai la question aussi à Adama, qui a une école aussi... C'est une question difficile parce qu'évidemment, le fait que Adama Diop soit sur un plateau, moi, ça me donne de l'espoir. Évidemment que Nasser Djemaï, directeur du théâtre des Quartiers d'Ivry, ça me donne de l'espoir. Évidemment que Alice Diop, cinéaste, ça me donne de l'espoir. Évidemment que Bintou Dembélé, chorégraphe, ça me donne de l'espoir. Évidemment qu'un artiste incarne de l'espoir. Mais malgré lui, il y a quelque chose qui dépasse.
Par contre, moi, quand je suis rentré en école, évidemment que je me suis posé la question, est-ce que je suis rentré parce que j'étais le prolo de ma promo? Est-ce que parce que j'étais le franco-algérien? Est-ce que parce que j'ai grandi dans une cité? Est-ce que je suis rentré à 26 ans? Donc je me pose cette question-là. Je me dis, est-ce que je suis rentré parce que ce que j'incarne, mon vécu, ou est-ce que je suis rentré parce que vraiment, par les villages, le personnage de Hans, je l'ai bien incarné? Et évidemment qu'on se pose cette question, évidemment qu'elle est humiliante. Évidemment parce que ça nous renvoie toujours à cette question de qu'est-ce qu'on incarne, qu'est-ce qu'on représente. Mais évidemment que ça nous donne cette colère, évidemment qu'on a l'endroit de vengeance, mais je crois que la haine, ça fatigue. Et donc à un moment donné, on se dit, on va passer par une autre porte en fait. Parce que frapper sur la porte, il y a quelque chose on se blesse, donc on passe peut-être par la fenêtre. Et il y a quelque chose qui nous, enfin, faut, ouais, c'est ça qui, je sais pas si c'est l'endroit de la réponse, et c'est vertigineux de se dire qu'est-ce qu'on fait. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on a ouvert ces promotions, parce que oui, maintenant il y a beaucoup plus de diversité en école. Donc la discrimination positive, pas vraiment ça. Non, je sais pas. Je pense que pour moi, il faut revenir à un endroit encore plus tôt. En fait, pour moi, ça vient avant. Ça vient déjà de l'école primaire. Moi, grâce aux ateliers Médicis, quand j'ai fait un dispositif qui s'appelle Création en cours, je suis parti avec des élèves de CM1 travailler sur Par les villages, à l'Azimut, à Châtenay-Malabry, dans la cité de la Butte Rouge. Et moi, quand on me dit, mais c'est pas possible, ils vont rien comprendre ici. Mais j'ai grandi dans la cité d'en face. Au bout de 2 semaines, ils me demandaient du texte supplémentaire. Et ils me disaient, il est où Peter? Enfin, il y a quelque chose, évidemment qu'ils ont compris. Faut arrêter. Ouais, exactement. Mais en fait, il faut arrêter de penser à la place des autres. Et je pense que ça, déjà, on sera déjà sur le chemin de la réparation. Parce que ces gamins de CM1, ils ont tout compris à part les villages. Évidemment qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus nébuleuses. Mais l'histoire d'un écrivain qui part de chez lui pour revenir affronter, enfin, ou en tout cas rencontrer son frère qui est ouvrier, évidemment qu'il la comprenne cette question-là. Et dès le CM1. Et donc je pense qu'il faut revenir avant les concours des écoles nationales. C'est déjà, je pense, bien avant. Enfin, l'endroit de l'éducation, c'est les enfants. Enfin, c'est l'enfant. Dans Par les villages, on dit élever, concevez les enfants de la paix. J'en suis intimement convaincu. Mais la paix, enfin, au-delà de même, enfin, il y a quelque chose. Voilà. Rachel, discrimination positive? Oui, alors c'est bizarre comme notion parce que c'est comme si on disait qu'il y avait un crime positif, un délit positif, une discrimination. Non, mais en réalité, moi, je partage profondément. Mais à la ville de Paris, à un moment, ils s'étaient interrogés sur la programmation où il devait y avoir plus de. Mais parce que on est sur dans les distributions. Bien sûr, mais moi rôles. Exactement, mais en fait, c'est l'application de nos textes, de l'esprit des lois, de nos textes, enfin, liberté, égalité, fraternité, c'est la non-discrimination surtout qu'il faut. Et c'est parce que moi je suis très attachée à ce principe de non-discrimination, et notamment, alors que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés aussi, pour les rôles, notamment des femmes à un certain âge qui n'ont plus accès à des rôles, ça aussi c'est de la même manière, c'est des vrais sujets. Après, ce dont je parle dans Racé, pour la réparation, effectivement, il y a un chapitre sur le silence, éperdument nécessaire, mais sur nos petits, sur le mérite, sur le fait qu'une couleur de peau ne permet pas que certains pensent à votre place, mais de toutes parts. On parlait du wokisme tout à l'heure. Le wokisme, en gros, il voudrait vous faire penser quelque chose à votre place parce que vous avez cette couleur-là aussi. Donc, ces formes d'intolérance qui sont à 360. Dans notre universalité républicaine, on va dire, nous avons ce devoir que nos jeunes artistes aient accès à la création et à l'expression artistique. Et c'est vrai que je parlais d'Emmanuel Etis tout à l'heure, en Bretagne, qui fait un travail formidable pour les jeunes artistes. Après, je crois qu'il y a des endroits clés, notamment les endroits du soutien à la création, qui, au lieu d'être sur la discrimination positive, regardent au regard des projets et ont une attention particulière pour faire émerger des comédiens, voilà. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la région Île-de-France sur l'audiovisuel pendant 10 ans, et c'est vrai qu'on a mis les budgets aussi pour
des films avec, au tout début avec Tahar-Rahim, Laila Bekti, etc., etc. Donc je pense qu'il faut une envie collective de justice, de justesse dans la création. C'est l'envie, en fait, plus que imposer une discrimination positive. Mais cette envie est une exigence. C'est une exigence. Qu'est-ce que vous pensez du sujet, Adama, vous qui avez fondé une grande école, comme je le disais tout à l'heure, au Sénégal. Comment vous préparez les jeunes comédiens sénégalais ou de tout le continent africain à affronter s'ils ont envie d'aller jouer en France? J'essaye, en tout cas, c'est l'ambition effectivement de faire une grande école. On est encore à la phase de travail, de préparation, mais enfin, moi déjà l'idée c'est de ne pas me substituer, c'est-à-dire c'est d'imaginer, de tout faire pour créer un outil, un lieu de pensée, un lieu de création, un lieu de réflexion, où cette jeune génération-là va créer le théâtre contemporain du Sénégal, et va créer une forme de théâtre contemporain, et qui, encore une fois, plutôt que de s'enfermer sur des questions africaines, raciales, ou que ne sais-je, peut-être soit plus intéressant sur un sujet qui nous concerne tous, c'est l'écologie, par exemple. Je pense que l'urgence, elle est plutôt là, de voir dans quel état nous allons laisser notre monde dans les dizaines d'années qui viennent, est-ce qu'on sera encore là, et donc c'est de les placer aux enjeux du monde. Et oui, mais pour des comédiens, comment vous faites là pour l'écologie? C'est déjà, qu'est-ce qu'on écrit, quelle conscience on a envie d'éveiller, comment on crée une communauté de pensée, et à quel endroit on décrotte nos cerveaux sur nos gros égos, et qu'on regarde tous vers une même direction, qui est dans quel monde nous allons vivre, et non pas dans quel monde moi je vais évoluer dans ma petite carrière, ainsi de suite. Et je voudrais juste dire quelque chose. Moi je ne crois pas à la discrimination positive. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des auteurs, des autrices, des artistes extrêmement talentueux, et qu'il est nécessaire, encore une fois, pour la France, pour l'Europe, de donner la possibilité de pouvoir produire ces artistes-là, ces écrivains, ces écrivaines, ces autrices, ces auteurs, qui ont des scénarios extraordinaires, avec des actrices et des acteurs extraordinaires, et que je pense qu'il y a quelque chose qui bloque dans nos têtes, dans nos manières, en pensant que mais ça ne marchera pas, ça n'intéressera pas le public français. Ça ne veut rien dire. Il y a un moment donné, il faut ouvrir les portes, il faut donner la chance, donner l'opportunité pour l'art, pas pour ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Et je pense que c'est ça aussi les enjeux. Je dois dire que, je le dis de manière très très calme, mais je suis extrêmement en colère en fait, et j'ai la chance d'être artiste pour pouvoir déposer ma colère dans des grandes œuvres à travers un personnage comme Othello, remettre en question ma personne, la société dans laquelle je vis. Mais il y a une trop grande exigence qu'on met sur l'épaule de personnes qui ont juste leur vie. Enfin, je veux dire, on ne met pas cette pression-là chez un homme ou chez une femme blanche à devoir faire ça, à devoir être exemplaire, à devoir faire ça, à devoir réussir, à devoir bien fermer sa gueule, à devoir être un bon Français. Je veux dire, pourquoi on imposerait la même chose à un homme noir et une femme noire, enfin? Et cette injustice qui existe depuis la nuit des temps et continue à exercer sur les mêmes personnes est insupportable. Et cette violence qui est exercée, elle est infinie. Et c'est pour ça que je dis attention à des gens qui disent mais on ne veut plus voir ça, et le voir juste à son endroit comme une peur de ne plus pouvoir jouer Shakespeare. Non, c'est complexe. Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse pourquoi ça te heurte. Et pas qu'une question de noir ou de blanc d'ailleurs. Il y a des choses qui aujourd'hui choquent. Mais comment on se pose et comment on réfléchit ensemble pour dire, je pense que c'est important de continuer à jouer Shakespeare, mais comment on arrive à le jouer aujourd'hui? Et je pense que ouais, ça nous demande à nous toutes et à nous tous de beaucoup d'humilité et beaucoup de remise en question pour pouvoir créer les spectacles et l'art de demain, quoi. Merci, Adama Diop. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Sébastien, Adama, Rachel. Ah oui, Rachel. En fait, c'était juste pour préciser, l'école, oui. C'est une école théâtre uniquement, ou il y a d'autres disciplines? Alors pour l'instant, nous nous concentrons sur les interprètes, c'est autant théâtre que cinéma qu'audiovisuel. Mais à terme, oui, on aimerait qu'il y ait de la dramaturgie, la scénographie, les costumes, c'est que tous les pôles autour de l'art vivant puissent être représentés. Voilà. Monsieur. Merci.
vous avez utilisé l'héritage Sangor avec le théâtre Sorano, pardon. S'il y a eu aussi un théâtre national où il avait une volonté de promouvoir aussi les artistes sénégalais, voire d'Afrique, hein, il parlait plus largement. Alors, j'ai compris après qu'il y avait des soutiens, mais il y avait aussi des opposants, et les opposants, ça les a aidés, pour ce qu'il dit, hein, dans ce que j'ai pu lire. Donc, c'était une de mes questions, et pour vous, monsieur, dans ce que vous avez dit, ça m'a venu à l'esprit les 40 ans de la marche sur l'égalité, qu'on a dit la marche des beurs, entre parenthèses, pas la marche pour l'égalité. Et ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Ce qui me frappe, c'est parmi les leaders, beaucoup sont devenus des artistes, ont écrit, sont devenus des musiciens, ou je ne sais pas s'il y en a dans le théâtre, alors ça, je n'ai pas vu, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est-à-dire que l'engagement politique, dans ce que vous disiez, madame aussi, moi je le sens, je suis devenu populaire, mais l'engagement politique a comme... c'est-à-dire qu'il nous oblige à réfléchir, à sortir des codes que vous avez, qui ont été des murs, en fait, hein, qu'on ressent tous, a permis de sortir. Et là, aujourd'hui, l'engagement politique, j'ai un peu de mal à le lire, quoi. Voilà. Alors, qui veut répondre? L'engagement politique, vous avez du mal à le lire, enfin... parce que je pense qu'il y a aussi une génération, enfin moi de la génération précédente, en tout cas des personnes, enfin les grands de mon quartier, il y avait quelque chose où moi je viens d'un quartier où Malik Ousekine, il venait de chez nous, enfin donc il est mort, enfin donc très vite nous la question de la bavure policière, enfin elle était présente, et il y a quelque chose où je pense qu'il y avait un endroit mais qui est tragique, mais une désespérance, enfin en politique, et donc l'endroit artistique et l'endroit de l'action, l'art, enfin il y avait quelque chose qui fait de raconter nos histoires, raconter, en tout cas être au service d'une œuvre, enfin avec quelque chose. Moi, c'était important pour moi. Enfin, je sais d'être sur les plateaux. Très vite, quand je suis sorti d'école, je me suis dit, j'ai envie de raconter mon histoire, mais pas à l'endroit pas l'endroit nombriliste, mais un endroit justement plus universel, en se disant, je pense que c'est important de parler des grands ensembles à travers la langue de Peter Hanke. Pourquoi ? Parce que Peter Hanke vient d'un milieu extrêmement modeste. Et qu'en fait, cette poésie, par la poésie, par la littérature, en tout cas essayer de casser ces questions de la représentation, des discriminations, pour moi j'ai l'impression que c'est oui, la question de placer l'artiste au centre, enfin il y a quelque chose de... Moi c'est ça, ma conviction, elle est sur un plateau de théâtre, j'ai foi en l'art, c'est aussi simple que ça, l'art sauve, j'en suis convaincu, mais vraiment. Donc et peu importe la culture, peu importe l'origine, peu importe le genre. Enfin, quand je suis touché, je suis touché. Alors moi, j'ai pas compris la question, je crois. L'influence, j'ai entendu que vous faisiez un travail à Dakar sur Oui. La dramaturgie, Oui. Et voir l'art plastique. Mais quand on regarde l'histoire de Dakar, il y a eu la période Sangor, Oui. qui a fait un travail. Et la question que j'avais, est-ce que c'est un prolongement, pour le dire différemment, de ça? Est-ce que ça influence en positif, voire en négatif, c'est-à-dire de se construire contre, quoi? Alors, non, il n'y a pas du tout de prolongement. En fait, la différence, c'est que je pense que Senghor était, au-delà d'être un poète, c'était aussi un homme politique. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je suis un artiste et ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on crée aujourd'hui avec ce que nous sommes, dans un rapport extrêmement décomplexé, extrêmement axé vers l'avenir, et comment on écrit aujourd'hui, quelles sont nos écritures, comment ne pas se laisser peut-être enfermer dans quelque chose que le monde attendrait, que le continent africain doive répondre ou doive faire. À quel endroit on s'émancipe et comment on prend une longueur d'avance sur le monde. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'école, évidemment, je suis passé par ma propre expérience, qui sont des écoles françaises, donc le Conservatoire de Paris, qui est le plus grande école de France, Montpellier, c'est des écoles magnifiques. Mais je me suis dit, non, j'ai envie de faire une école qui n'existe pas encore. J'ai envie de faire une école où même que les jeunes Français puissent se dire, ah, j'adorais aller dans cette école. Je dis ça avec une très grande humilité, hein. C'est juste dans la vision et dans le rêve dans lequel on doit se placer. C'est d'imaginer voilà, un lieu qui est, que je le disais tout à l'heure, je le pense vraiment, un rapport à l'écologie. Moi, j'adorais qu'une matinée, au lieu qu'on fasse du théâtre, on aille dans un champ et qu'on plante des arbres
et qu'on plante des arbres fruitiers et qu'on puisse manger voilà, le midi ces fruits que nous avons fait, que les étudiants ont fait, qu'on se désaxe de nous-mêmes en fait. Quand on regarde le monde, acteur, c'est agir. Comment on agit voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, 2 questions. Après, ça sera fini parce que le spectacle va commencer. On doit libérer la salle. Bonsoir. C'est pas une question, c'est un rêve. Parce qu'on parlait de l'école, et je pense qu'effectivement, tout vient de là, enfin une grande partie. Alors on pourrait imaginer une école avec les cours le matin. Lundi après-midi, on aurait danse. Mardi, on aurait cinéma. Mercredi après-midi, on aurait musique, art plastique. Et c'est pas, il ne faut pas attendre d'être étudiant, en fait. C'est dès le début. Mais ça, qui va nous entendre? Mais on va rêver. Madame? Moi aussi, c'est peut-être un rêve dont je vais vous parler, cette école que vous allez faire à Dakar. Les comédiennes ou comédiens vont rester en Afrique ou est-ce qu'ils vont sortir d'Afrique facilement? Je vous le demande parce que moi, j'ai des amis dans des petits villages, Soukouta, Toubacouta, qui sont musiciens, artistes, mais qui ne peuvent pas sortir de leur pays. Donc, comment faire passer l'art d'un côté, d'un autre? Moi, mon rêve, c'est qu'on n'ait pas besoin de faire ce que j'ai fait. Qu'on n'ait pas besoin de traverser l'océan Atlantique pour aller faire une école. Voilà. Qu'on puisse, encore une fois, imaginer que les gens viennent chez nous pour ce qu'on a et pas qu'on ait besoin de partir de chez nous. Donc, par contre, ce que vous posez comme question, c'est la question des déplacements. Ça, c'est d'une injustice totale. Totale. C'est révoltant, la manière dont le périple d'un jeune qui vient du continent africain doit faire pour pouvoir voyager, voilà, ce qui n'est absolument pas du tout le cas quand un jeune européen veut partir sur le continent. Donc ça, oui, la question... Mais non, moi j'espère surtout que pendant la formation, les jeunes puissent voyager, aller voir l'art partout dans le monde et revenir inventer celui qui est à naître chez nous. Ce qui vous semble possible? À ce dont je suis sûr que ça va être possible. Eh bien, je remercie Sébastien Keroufi, Rachel Kahn, Adama Diop de cette belle rencontre. Je vous incite très fortement à aller voir le spectacle, à découvrir le spectacle de Sébastien Keroufi au Théâtre des Quartiers d'Ivry par les villages fin janvier. Fin janvier, et après on ira au centre, on est programmé aussi au centre Pompidou, on va jouer le 16, 17, 18 juillet au centre Pompidou, qui est partenaire et producteur du spectacle, et on ira jouer à l'Azimut, à Châtenay-Malabry, grâce à Marc Jancourt et Delphine Lagrandeur. Et puis le spectacle d'Adama Diop, qu'il joue lui-même, Fayard, qui va être créé à la MC... MC2 à Grenoble, fin voilà, janvier. MC2, et puis après à la MC 93 à Bobigny. Ouais. Et à lire les œuvres de Rachel Kahn, qui vous dédicace si vous le souhaitez. Racé, merci de votre écoute, merci de votre attention. Au revoir.